Dans la tête d'un cycliste, évitez la fringale. Bienvenue à tous sur ce podcast de Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Lauriane Marquet. Lauriane, comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va, merci, enchantée d'être là, contente de débattre du sujet d'aujourd'hui, la fringale. Plaisir partagé. Lauriane, tu es vraiment notre expert nutrition du sport sur ce podcast. Tu as travaillé avec des équipes pro comme la Cofidis. Très récemment, on en parlait en off, tu commences à suivre l'équipe féminine Arkea BNB. Donc avec toi, on va voir tout l'aspect professionnel, les différences aussi entre les hommes, les femmes. Et on va essayer d'aller chercher tous ces codes pour les amateurs qui nous écoutent. Pour commencer, Lauriane, comment définirais-tu le terme fringale ? La fringale, tout simplement, c'est une hypoglycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang. Et une fringale, c'est vraiment une chute du taux de sucre dans le sang qui tombe à des valeurs, en général, on va dire autour de 0,5 g par litre, alors qu'on cherche une glycémie plutôt autour des 1 g par litre. Et c'est tout simplement un manque d'apport énergétique, de substrat énergétique et principalement du glucose aux muscles et au cerveau. Donc le terme fringale, finalement, est-ce que c'est le même terme que l'hypoglycémie ? Oui, quelque part, je pense que c'est le même terme physiologique. Je pense que du coup, juste le mot fringale, il est plus violent dans un terme de... C'est vraiment une baisse de la glycémie assez brutale et qui intervient chez le cycliste. On a l'impression... à un moment, on était très bien. 2 secondes après, il y a tout qui est éteint et on ne peut plus avancer, quoi. Donc, c'est vraiment ce mur un peu que le cycliste a l'impression de prendre. Et ce fameux mur, pour toi, il arrive de façon instantanée, il est même obligatoire à subir ou alors, justement, on peut l'éviter ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une erreur, finalement, de subir une fringale. C'est une erreur nutritionnelle et la nutrition est un facteur de performance dans tous les sports portés, notamment dans le cyclisme. Donc, si à un moment on subit une fringale, c'est qu'on a fait une erreur sur son plan nutritionnel tout au long de la course ou tout au long de l'entraînement et qui va complètement... mettre à mal la performance. Ça peut être aussi dangereux si on est même à l'entraînement, pas dans un contexte sécurisé de course. Et la course peut s'arrêter, ou en tout cas, on peut perdre définitivement tout espoir de victoire sur une course si on subit une fringale. Donc non, c'est un moment qu'on a mal suivi le protocole nutrition ou alors un manque de connaissances tout simplement. Et c'est totalement évitable. Et heureusement, tous les cyclistes ne subissent pas de fringale pendant une course. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est quand même intéressant ce que tu nous dis parce que le cycliste, en général, il roule en groupe, même à l'entraînement. C'est toujours un peu compliqué. Je l'ai vécu de vivre cette première fringale et t'as tes potes qui partent devant et t'as plus rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre le pied à terre. Déjà, pour rassurer nos auditeurs, est-ce que, avec ton expérience dans le milieu professionnel, ça arrive aussi pour les athlètes pros, même si toi, tu les accompagnes avec ton expertise au quotidien ? Ouais, tout à fait. Puis je pense qu'il y en a plein qui voient des images du Tour de France où on a des souvenirs de certains leaders qui étaient leaders sur la course qui explosent littéralement. Et là, voilà, c'est qu'il y a un moment, la nutrition n'a pas été assez régulière tout au long de la course. La recharge aussi en glycogène n'a pas été bien faite les jours précédant cette étape. Et du coup, qui explique cette fringale. Donc oui, ça peut toucher tout le monde. Par contre, effectivement, on peut l'éviter. Et c'est vraiment, finalement, cet apport de sucre et de glucides, de glucose notamment à l'effort qui va être central pour la performance et aussi contre la contre-performance quelque part qui est la fringale. Ouais, j'imagine, parce qu'on peut faire les reliefs, on en parlait un petit peu aussi en off sur ce podcast, et nos auditeurs ils vont nous retrouver sur les sports co, où c'est un petit peu moins, on va dire la nutrition, c'est un sujet un petit peu moins abordé, alors que les sports d'endurance, malgré tout, on voit dans la course à pied, dans le trail, et du coup dans le vélo, que c'est quand même très impactant, parce qu'on arrive à cette notion de fringale. Et j'ai envie de te poser une question, c'est de me dire, mais elle est associée à un manque de... Donc on a compris, tu nous as dit que c'était tout un aspect glucides, etc., qui était quand même quelque chose assez complexe. C'est associé à un manque instantané, ou ça peut être dû à des repas qui ont eu lieu, par exemple, la veille. Ouais, du coup, effectivement, vaste question. On va refaire un peu de métabolisme énergétique et physiologie de l'effort. En fait, le muscle est capable d'utiliser différents substrats énergétiques, on appelle ça comme ça, que sont les glucides et les lipides pour produire de l'énergie, se contracter, produire de la puissance.
Et l'utilisation de ces différents substrats, il est dépendant de l'intensité et de la durée de l'effort, qui est corrélée forcément, parce que plus on va avoir une intensité élevée, plus l'effort va être court. Et finalement, du coup, on a les lipides qui sont utilisés plutôt sur des intensités qui vont être faibles à modérées. Et enfin, plus on va se rapprocher sur des intensités très élevées, plus les glucides vont devenir prépondérants et exclusifs à la fin sur des efforts très intenses. Le problème, c'est que les glucides, on a des réserves donc sous forme de glycogène qui sont limitées. On est aux alentours de 400-600 grammes pour les athlètes les plus entraînés de réserves totales dans notre corps, qui sont stockées au niveau du foie et des muscles. Les graisses, les lipides, elles, on en a des kilos. Les cyclistes pros aussi affûtés et maigres autant qu'ils paraissent ont quand même des kilogrammes de réserves de graisse. Donc du coup, c'est vraiment le glycogène, donc cette forme de stockage du glucose, qui va être un facteur limitant de la performance. Et ces réserves en glycogène, elles vont être déplétées, donc complètement vidées, au bout de 1 heure, 1 heure et demie d'un effort à une intensité moyenne, on dit 75% de VO2 max. Si on est sur des efforts plus intenses, ces réserves glycogéniques vont être vidées plus rapidement. Et si on est sur des temps plus longs, effectivement, on aura une plus grande utilisation des graisses à l'effort pour créer de l'énergie. Et donc, du coup, les glucides vont perdurer un peu. Donc, du coup, souvent, c'est ça, on parle de la fringale à 1 heure et demie parce qu'en fait, les réserves en glycogène, pour un peu qu'elles étaient maximisées avant le départ de l'effort, ce qui n'est pas forcément le cas, et je vais compléter après, finalement, elles vont permettre de tenir cette durée d'effort-là. Donc, comme de toute façon, une course cycliste, on est bien au-delà d'1 heure, 1 heure et demie, on doit compter sur une autre source de substrat énergétique qui va rester les glucides, mais qui ne va pas être une source interne, mais qui va être une source externe. Donc, on parle d'apport de glucides exogènes et qui va se faire via une bonne nutrition et l'apport de glucides, boisson d'effort, gel, gâteau de riz, banane, pâte de fruits, compote, etc. Donc finalement, la bonne nutrition du coup en course pour éviter la fringale, c'est de ne pas attendre que les réserves en glycogène soient complètement vidées pour passer sur un apport en sucre extérieur et donc commencer à manger au bout d'1 heure et demie, mais c'est de manger dès le début de la course, même si on n'a pas faim et qu'on n'est pas fatigué. Il ne faut surtout pas attendre d'être fatigué ou de ressentir la fringale pour commencer à manger. Et en fait, on commence à consommer des glucides de façon régulière, toutes les 15, 20, 30 minutes, de sorte que la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, on en a parlé sur la définition de la fringale, soit la plus stable possible tout au long de l'épreuve. Évidemment, elle va fluctuer souvent suivant le relief et les intensités de l'effort. Il y a d'autres facteurs qui jouent sur cette glycémie, mais le principal va être du coup cet apport de sucre exogène qui va venir au début compléter l'apport de glycogène interne, mais aussi qui va au bout d'un moment prendre le relais et éviter que du coup on ait cette chute de glycémie importante qui va conduire à la fringale. Et ça va être utile pour les muscles, mais aussi pour le cerveau, parce qu'on a parlé des muscles qui savent utiliser les graisses et les sucres, mais le cerveau, lui, c'est exclusivement glucidique. Donc la fringale se joue aussi à un moment avec des effets un peu au niveau cognitif et cérébral. Ouais, et sur la partie vraiment vélo, ça a quand même ses dangers parce que si on commence à arriver à une fringale en haut d'un col et que derrière on doit basculer de l'autre côté sur une descente, on voit qu'il y a quand même des enjeux. Donc j'espère qu'on va réussir à trouver toutes les clés pour éviter cette fameuse fringale dans cet épisode. Mais ce que je comprends, c'est que du coup, fringale, glucides et sucre, on a un stock qui est limité. Mais à un moment donné, elle arrive cette fringale. Elle peut arriver justement, elle est présente. Le corps, il réagit comment ? Ça m'arrive à l'autre bout de ma sortie. Comment je fais pour rentrer chez moi ? Je fais du stop, je prends un taxi ou alors il y a une autre filière que le corps va venir solliciter ? Alors, le corps va solliciter les graisses pour continuer à créer de l'énergie quand même au niveau musculaire, ce qui fait que du coup, naturellement, on est obligé de ralentir, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur les images ou ce qu'on ressent quand ce fameux mur, on est obligé de ralentir et on se fait lâcher du coup par le groupe de potes. Par contre, au niveau cerveau, non, ça peut aller jusqu'à un malaise, ça peut carrément, on parle même certaines fois de coma, mais bon... on va peut-être pas aller jusqu'ici. Donc non, le but, c'est vraiment de ralentir l'effort, peut-être de descendre, de diminuer cette intensité pour que cette demande en glucides soit moins importante et que du coup, le corps re-switch sur une partie plutôt lipidique.
Par contre, le meilleur conseil, c'est de jamais partir sans rien dans la poche. Soit c'est une boisson d'effort, à minima, un gel, des carrés de sucre. Ça fait aussi effet pour réélever la glycémie et ça refera du bien et ça redonnera un peu de lumière au cerveau et ça rallumera un peu tout là-haut. Mais voilà, ne jamais partir sans rien dans la poche. Et des fois, ça arrive, on voit des fois aussi des fringales plutôt en fin de sortie parce que justement, je parlais de 1 heure, 1 heure et demie, mais ça, c'est si le cycliste n'a pas du tout mangé avant, mais des fois, il a mangé tout ce qu'il avait et pour autant, il a rallongé ou il y a eu quelques galères, ça a été plus long et la fringale, elle arrive. On est un peu sur un limite malaise et hypoglycémie sur la dernière 45 minutes, une demi-heure. Donc, soit on s'arrête, on va prendre un coca, on va prendre un carré de sucre quelque part si on peut. Mais voilà, si on sait qu'on part dans les endroits où il n'y a pas grand-chose, non, c'est d'avoir toujours quelque chose, du sucre en fait, de secours dans la poche. Ouais. Ok, je comprends bien, mais je me dis, j'ai peut-être un biais sur ce sujet-là, mais je me dis, écoute, c'est super intéressant. Lauriane, elle est en train de me dire que je consomme du sucre. Quand je vais arriver justement à cette fringale, c'est que j'ai plus de sucre. Et là, on vient consommer dans les graisses. Donc j'ai envie de te dire, plutôt intéressant. Du coup, si moi, je suis pas sur mon poids de forme, est-ce que ça peut être une astuce ou alors est-ce que c'est justement pas recommandé d'un point de vue vraiment sportif, médical sur cette partie filière lipidique? L'infringale, non, c'est pas recommandé parce que, comme on l'a dit, ça peut être dangereux. Si en plus on n'est pas en course dans un cadre qui est sécurisé, qu'il y a des voitures partout et qu'en fait on n'a plus cette capacité de pilotage, peut-être on va tomber. Voilà, ça peut devenir très dangereux. Donc non, c'est pas recommandé. Par contre, oui, on va plutôt switcher sur les lipides, mais alors là, du coup, la qualité de la séance s'en trouve pas du tout dans l'objectif qui était fixé. Si on devait faire des intensités, mais qu'on se met à switcher sur la filière. Alors, on est toujours sur les deux filières, un peu pour simplifier, je dis qu'on switch de l'un à l'autre, mais en fait, il y a toujours une oxydation lipidique permanente, mais qui est plus ou moins importante en termes de pourcentage, de proportion en fait, d'utilisation des glucides par rapport aux graisses. Mais il y a d'autres stratégies pour perdre du poids. Et effectivement, des séances où on peut imaginer, par exemple, de partir à jeun. Par exemple, ça peut être sur ces moments-là qu'arrive une fringale. Ce n'est pas des séances où on doit faire 3 heures avec des intensités. C'est plutôt une séance de récup qui va durer 1 heure, 1 heure et demie à une intensité constante et plutôt faible. Et avant qu'on comprenne réellement ce qu'il faut mettre en place avant, pendant, pour éviter cette fringale qui n'est vraiment pas pour l'avoir vécu, et je pense que nos auditeurs, certains se retrouvent là-dedans, une situation agréable. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager justement sur les équipes cyclistes que tu accompagnes? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une fringale commune? Est-ce que justement c'est très individuel et du coup c'est un ou une athlète qui a été concernée sur une séance? C'est quoi un petit peu ton retour d'expérience sur cette partie-là? Ouais, non, il n'y en a quand même pas tant que ça dans le cyclisme pro parce que nous, on fait que répéter cet apport en glucides. Alors, cet apport en glucides qui est au début recommandé il y a quelques années plutôt aux alentours de 60-70 grammes par heure. Maintenant, il a doublé. On est autour de 120 grammes par heure, minima presque 90 grammes par heure tout le temps, suivant effectivement le profil de l'étape, la durée, etc. Donc, on va conseiller et on va répéter ces messages-là à nos coureurs, pas pour éviter la fringale, mais pour être performants. Donc, de toute façon, non, il y a très peu de fringales qui peuvent arriver. Ça peut arriver si il y a eu des difficultés d'alimentation la veille ou le matin parce que troubles digestifs, ça c'est assez fréquent chez les cyclistes pros parce que très peu de défense immunitaire de par un pourcentage de masse grasse assez faible. Le fait de manger dans des hôtels où on maîtrise pas forcément toujours l'hygiène alimentaire. Il y a beaucoup de virus aussi qui circulent dans les pelotons. Donc si finalement la récupération n'a pas bien pu se faire la veille parce qu'on n'arrivait pas à manger, là on est à risque aussi effectivement de fringale du coup sur l'étape du lendemain. Mais c'est quand même des choses qui restent plutôt anecdotiques. Pour moi, du coup, s'il y a un coureur qui fait une fringale, c'est presque une erreur professionnelle, du coup. Ouais, j'imagine. C'est vrai que vous, il y a le suivi qui est quand même assez présent, comme tu le disais. Mais je me disais peut-être qu'il y a des séances où vous faites des sessions assez spécifiques où justement cet apport de sucre ne doit pas être fait. Et là, potentiellement, on vient jouer des fois avec les limites parce que la fringale, on l'a très bien définie. Tu as mis énormément de termes dessus. C'est un petit peu le mur, comme tu le définis, mais on la sent des fois arriver. Je me dis même avant la fin de la sortie, mais on ne va pas jusqu'à cet état-là. Donc, est-ce que vous jouez un petit peu avec ces limites aussi sur cette partie-là?
Non, pas spécialement, parce qu'en fait, quand on est en stage, par exemple, le but, c'est de pouvoir enchaîner un gros volume d'entraînement, un gros volume de séances. On met des intensités, on prépare la saison. Donc, il ne s'agit pas de diminuer, du coup, une qualité de séance au profit d'un travail, du coup, peut-être plutôt sur la filière lipidique, et qui viendrait du coup même impacter les séances du lendemain. Et voilà, là, on met plutôt la récupération au centre de nos objectifs nutritionnels. Et il faut que voilà, le coureur soit en capacité de pouvoir enchaîner toutes les 10-15 jours de stage d'entraînement. Par contre, effectivement, des fois, il y a des séances où on va conseiller d'être ce qu'on dit souvent low carb, donc avec une faible disponibilité en sucre, dans cet objectif de renforcer en fait ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, c'est de justement avoir cette capacité à switcher des lipides aux graisses facilement, et que les graisses aient une capacité à être oxydées sur des intensités un petit peu plus élevées pour économiser du coup ces réserves en glycogène qui, comme on l'a dit, sont faibles au regard des lipides. Mais ça va pas être sur des séances du coup avec beaucoup d'intensité, et des séances qu'on cherche pour être de qualité. Si vous voulez une séance qui soit réalisée de façon qualitative et qui soit un peu au cœur de votre programme d'entraînement, je vous déconseille d'essayer de travailler sur la filière lipidique à ce moment-là. Et on peut aussi travailler sur la filière lipidique avec des repas un peu moins riches en glucides, en plus de séances un peu moins riches en glucides. Mais non, sur des séances vraiment d'intérêt de qualitatif central, on joue pas trop avec ça. Un autre sujet aussi, une autre situation où la fringale elle peut arriver que j'ai pas forcément dit, c'est quand justement on part rouler avec des gens qui sont pas de notre niveau. Et oui. Et que du coup, l'intensité est un peu trop élevée par rapport à ce que nous, Ouais. on avait l'habitude de faire. Et là, du coup, si on n'adapte pas son apport glucidique en conséquence, il y a plus d'intensité, donc on mange pas de la même façon. Là aussi, on risque la fringale, même si c'est pas non plus la grosse séance. Pour nous, si, mais pas pour les copains, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, on se rend compte qu'il y a un vrai aspect performance, comme tu le dis. C'est pour ça que vous l'exercez dans le sport de haut niveau. Mais la performance est aussi reliée pour nos cyclistes amateurs au plaisir en soi, parce que c'est le plaisir à chaque sortie. Là, on va prendre un exemple, certes, d'une course où chacun vise sa propre performance. Et ce que j'aimerais bien aller chercher avec toi, c'est qu'il faut qu'on l'évite, cette fringale. Donc, on va essayer de préparer justement nos auditeurs avant une sortie. Déjà, tu nous as donné des éléments de réponse tout à l'heure. Ce n'est pas que pendant la sortie qu'on met en place justement tous les éléments pour éviter cette fringale. Comment on fait les réserves énergétiques? Ça commence quand? Pourquoi? Ma course, elle est le dimanche. Est-ce que franchement, je dois me fier un petit peu à la nutrition que le dimanche matin? Ou alors c'est un processus qui est un peu plus complexe? Ouais, non, c'est un petit peu plus long. Effectivement, on parle de charge glucidique dans les sports d'endurance où justement on va avoir cette dépendance à ces stocks en glycogène. Et du coup, la charge glucidique, c'est d'augmenter ses apports en glucides 2 jours avant en général, mais vraiment une stratégie un peu, on dit un peu agressive d'apport en glucides, c'est de manger des aliments avec des sources de nature glucidique un peu tout au long de la journée. Mais même des choses qui ne sont pas forcément recommandées au sein d'un régime alimentaire qu'on dirait classique. Par exemple, on va recommander des jus de fruits, c'est des choses qu'on ne recommande pas trop au quotidien. On va recommander des galettes de riz soufflé, pareil, aliments hyper transformés, c'est pas des choses qu'on va conseiller. Du miel, la confiture, mais on va essayer d'avoir des aliments qui, dans un petit volume, nous apportent beaucoup de sucre, et dans l'idée de charger, de maximiser ces réserves en glycogène, parce que comme on l'a dit, la fringale, elle arrive par un défaut du coup d'alimentation en glucose aux muscles et au cerveau, qui sont soit d'ordre extérieur, soit d'ordre interne. Okay. Donc si les réserves en glycogène ne sont déjà pas au max, on a plus de chances d'y arriver plus tôt, surtout si on est parti avec rien dans les poches. Donc du coup, on va chercher à maximiser ça. Donc du coup, on va utiliser, comme j'ai dit, donc des choses très sucrées, type jus de fruits, galettes de riz soufflé, miel, confiture, mais aussi pain, pâtes, riz. Alors on va pas oublier le côté apport en protéines quand même régulièrement tout au long de la journée pour maintenir la masse musculaire. En général, tout ce qui est fibres et graisses, de toute façon, à l'approche d'une course, on les met un petit peu de côté pour éviter les troubles digestifs. Donc vraiment, les glucides vont avoir la part belle dans l'alimentation, et on va faire plusieurs repas parce que c'est un peu dur aussi de manger beaucoup sur 3 repas. Là aussi, l'idée, c'est de toujours privilégier le confort digestif. Donc en fait, on va fractionner un petit peu les prises. Petit-déj, snack le matin, le midi, snack l'après-midi. Si on part rouler ne serait-ce qu'une heure, 1h30, on prend quand même une boisson d'effort, même si là, effectivement, d'un point de vue nutrition, ça ne se justifie pas, mais autant ne pas trop
créer de la fatigue et taper dans les réserves en glycogène. Et donc voilà, donc sur les 2 jours avant, on va chercher à maximiser ces réserves de glycogène, ce qui n'empêche pas, même si elles sont au max, le jour de la course, de bien consommer des glucides dès le début, toutes les 15-20 minutes. Et on parle souvent de cette, donc c'est ce que tu mets un petit peu en avant, de cette surcharge glucidique. Finalement, est-ce que c'est réellement efficace et quels sont un petit peu les pièges à éviter dans cette surcharge glucidique par rapport à notre consommation du quotidien pour pas avoir un effet, j'ai envie de dire, inverse? Alors, c'est pas du tout un mythe, c'est des choses qu'on met en place chez les pros. On a vraiment ce constat qu'on est dépendant de ces quantités, donc autant les maximiser, donc on le fait. C'est pas toujours bien suivi parce que souvent en lien avec cette charge glucidique, on a une prise de poids, tout simplement parce que 1 gramme de glycogène stocké est stocké avec 3 grammes d'eau. Donc on a une prise de poids qui peut être associée de par cette rétention d'eau. On connaît, et je crois qu'on en reparlera sur un autre épisode, la relation des cyclistes par rapport au poids. Cependant, c'est juste de l'eau qui est stockée. Et quand le glycogène va être déstocké parce que utilisé lors de l'effort, l'eau sera déstockée de la même façon. Ce n'est pas du poids en plus avec de la masse grasse en plus. Après, effectivement, si sur le vélo, si c'est du poids en plus quand même porté. Donc, il y a un peu ce petit frein à certains du coup, qui ont du mal à réaliser cette charge glucidique. Mais pour autant, du coup, effectivement, ça justifie complètement d'un point de vue scientifique. Après, les choses à éviter, c'est effectivement de trop manger, de ne pas respecter son confort digestif et de trop manger. Et là, on sait aussi que des troubles digestifs sur des sports d'endurance, aussi, au même titre que la fringale, ça peut complètement ruiner une course. Donc, il faut s'écouter. C'est vrai qu'on va recommander, alors ça va être très théorique, mais des apports entre 10 voire 12 grammes par kilogramme de poids de corps par jour de glucides. Ça ne vous parle pas comme ça, mais d'un point de vue diète, c'est énorme. Donc, on ne va pas, la prochaine course, une fois que vous allez écouter cet épisode, vous dire je me mets à 12 grammes kilo 4 jours avant, si vous avez pas eu, 2 jours avant, si vous n'avez pas eu l'habitude. Mais on va essayer déjà de jouer le jeu en faisant le focus un peu sur les glucides quelques jours avant et petit à petit habituer un peu son corps à l'augmenter progressivement, quoi. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette notion de les aliments qu'on connaît, le pâte, le riz, faire ses réserves. Et finalement, on nous dit toujours, et tant mieux, de manger ces 5 fruits et légumes par jour. Alors que là, c'est quelque chose que tu mets vraiment pas en avant. C'est quoi réellement? Pourquoi l'impact associé à ça, il n'est pas associé à cette recharge glucidique? Alors, il y a quelque chose effectivement qu'il faut préciser, c'est que souvent l'alimentation du sport et notamment du sport du haut niveau autour de la séance d'entraînement, c'est pas une alimentation santé. Manger des gels, avoir autant d'apports de sucre sur un certain nombre d'heures, c'est absolument pas recommandé au quotidien. Comme je l'ai dit quand j'ai parlé des jus de fruits ou des galettes de riz soufflé, on n'est pas sur une recommandation à viser santé et à viser prévention, qui est le rôle de l'alimentation en général. Là, on se situe vraiment dans un cadre et un contexte bien précis qui est, on va chercher à améliorer la performance. Après, on parle uniquement de 2 jours. Ça n'empêche pas que le reste du temps, on ait une alimentation riche en fibres, riche en bonnes graisses, peu d'aliments transformés. Là, on parle vraiment de 2 jours et le jour de la course. Donc, ça reste quand même minime au regard de tous les autres repas qu'on peut avoir par jour. Entre parenthèses, le sport de haut niveau n'est pas non plus une pratique santé. Le sport est recommandé pour ses vertus santé, mais le sport de haut niveau, ça ne l'est plus. Donc, c'est un peu la même idée pour la nutrition. Donc, quand je parlais de pain, pâtes, riz aussi, c'est pas des pâtes complètes ou du riz complet, etc. Chose que bien sûr on va recommander là au quotidien, ça c'est sûr. Là par contre, on cherche à limiter les fibres parce que les fibres vont en général favoriser le transit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le recommande au quotidien. Mais là en général, un peu avec le stress de la course, le transit marche suffisamment bien. Ça peut générer un peu d'irritation et de troubles digestifs, surtout si on y est sensible. Donc c'est pour ça que on les met un petit peu de côté 2 jours avant. On n'essaie pas d'en consommer trop. On peut en garder dans son alimentation, mais ça ne va pas être au cœur, comme ça serait un peu plus au cœur des conseils nutritionnels qu'on peut donner pour une alimentation du quotidien. Une fois encore, sur ces sujets du cyclisme, on se rend compte qu'avec les autres experts qu'on reçoit aussi sur ce podcast, il y a encore un sujet de paradoxe parce que tu nous dis le sport de haut niveau, c'est santé, mais c'est pas trop santé. Tu nous dis qu'il faut consommer du gel parce que finalement, c'est vraiment notre carburant, je le définis un petit peu comme ça. Et en ce moment,
on a eu un moment cette période, et qui est encore le cas, où on disait voilà, faut prendre X glucides par heure d'entraînement, etc. Sauf que là, il commence à y avoir des études, des sonnettes d'alarme qui disent attention, consommation de sucre très forte. T'en penses quoi par rapport à ça, par rapport à ce sujet prévention associé au diabète généré par cette prise de sucre? C'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là? Alors, les sportifs très très réguliers ne vont pas déclencher un diabète de par cette consommation de sucre. S'ils sont diabétiques, c'est plutôt d'ordre génétique initialement, mais c'est pas, l'activité physique va quand même les protéger au regard de ça. Donc, c'est pas cette consommation de sucre à l'effort qui va conduire au diabète, surtout que ce sucre, lui, il va être immédiatement brûlé et utilisé par le muscle tout simplement parce qu'il le réclame. On conseille ces recommandations en glucides parce que c'est un besoin du muscle, donc on va les utiliser tout de suite. Par contre, bien sûr, si on est un cycliste amateur et qu'on ne roule pas beaucoup, oui, on ne va pas du tout être sur les mêmes recommandations parce que de toute façon, on n'est pas sur les mêmes intensités. Il faut mettre en regard effectivement les intensités du sport de haut niveau et du coup, la recommandation glucidique, elle se fait en fonction de cette intensité-là. Mais si on va rouler juste 3 heures le dimanche, là, tout ce qu'on vient de dire, à part juste de ne pas partir sans rien, c'est pas nécessaire, effectivement. Et on va avoir une alimentation qui est plus proche de quelqu'un qui va être sédentaire, pour le coup. C'est vrai que ce que tu nous mets en avant, en fait, c'est de se dire, et c'est là où il y a un vrai sujet quand même sur cette partie glucides, je trouve, c'est tu nous dis, bah voilà, en fait, tu mets un glucide, pour faire vraiment une caricature, bah, tu vas en consommer un, donc le risque de diabète, comme tu le dis, il n'existe pas. Sauf que finalement, l'athlète amateur, quand est-ce qu'il sait quand il doit mettre ce 1 et qu'il va consommer ce 1, justement? Ça va être autour des séances d'entraînement, au moment où le corps va en avoir besoin. Donc avant, pendant, après. Après, sur le reste des repas, s'il n'y a pas une demande de récupération particulièrement rapide ou un enchaînement de performances, non, là, les besoins nutritionnels, surtout si c'est quelqu'un qui, à côté, a un métier très sédentaire devant l'ordinateur, son régime alimentaire, il va se rapprocher de quelqu'un qui ne fait même pas de vélo 3 heures le dimanche. C'est juste autour de cette sortie où là, il va essayer de consommer un petit peu plus de glucides, mais là, on va être sur du 30 à 40 grammes par heure, on est 3 à 4 fois moins que ce qu'on pouvait recommander pour les pros. Donc, souvent, de toute façon, le glucide a été un peu décrié ces derniers temps. On a parlé beaucoup des régimes cétogènes, mais dans la communauté scientifique, il y a 2 clans quand même, mais il y a un clan qui a toujours existé et qui existe toujours de dire le glucide est roi dans la performance, parce que la définition de la performance, c'est quoi ? C'est pouvoir maintenir des niveaux d'intensité, de vitesse, de puissance le plus longtemps possible. Donc, il y a une question d'intensité. Le glucide étant le substrat énergétique exclusif à haute intensité, c'est forcément relié. Donc, en fait, lorsqu'on veut réaliser une performance, mais là, je parle bien de performance, pas juste une sortie entre copains, où on parle beaucoup, qu'on s'arrête prendre un petit café, etc. Peut-être le flan avec le café, il suffit en termes d'apport en glucides sur une sortie de 3 heures. Mais voilà, quand on cherche à faire une performance vraiment, là, le glucide est roi. Et il a été d'ailleurs démontré que les régimes cétogènes sur la performance ne marchent pas. Et on a besoin de cet apport en glucides. C'est intéressant parce que tu mets en avant le flan. Et justement, j'étais en train de me dire, mais c'est un peu le sujet de tout cycliste qui commence un petit peu ce sport. Tu vois, je vois autour de moi, c'est tellement un beau sport qu'il y a de plus en plus de gens qui se passionnent justement à sa pratique. Mais quand on cherche à éviter cette fameuse fringale, à passer des belles sorties, à consommer de la nutrition, tu le sais aussi bien que moi, le marché, il est monstrueux de la nutrition. Réellement, je dois regarder quoi quand je viens acheter un gel? Est-ce que je regarde on va dire le poids du gel, les kilocalories, ou alors je regarde vraiment combien il y a de glucides dans cette partie-là? Ouais, c'est vrai que le marché, on s'y perd, hein. Il y a énormément de choses. Déjà, dans un premier temps, si on fait juste des petites sorties comme ça, tranquille, qu'il n'y a pas d'objectif de performance, on peut très bien fonctionner avec des aliments maison. On fait sa propre boisson d'effort, on fait ses gâteaux de riz, on prend une pomme-pote, on prend une banane, on prend une pâte de fruits. On n'est pas obligé d'aller prendre des choses qui sont ultra transformées de l'alimentation pour le sportif. Après, on va chercher en règle générale du coup les aliments avec la composition nutritionnelle d'ingrédients la plus courte possible.
Pas besoin d'avoir des centaines de vitamines, des acides aminés. Non, là, ce qu'on cherche, c'est glucides, un peu d'électrolytes, notamment du sodium. Et c'est tout, en fait. Les vitamines, c'est pas à ce moment-là du tout qu'il faut les apporter. Et d'ailleurs, souvent, les boissons avec beaucoup de vitamines, elles vont induire beaucoup plus de troubles digestifs que celles qui sont les plus simplement, les plus simplement formulées. Bon, il y a d'autres spécificités, je ne sais pas si on en parle là, mais avec un ratio glucose-fructose qui doit être respecté, notamment si là, par contre, on cherche une performance et qu'on est déjà sur des apports en glucides au-delà des 90 grammes par heure, où là, il nous faut un ratio glucose-fructose de 2 pour 1 ou 1 pour 0,8, avec toujours un tout petit peu plus de glucose que de fructose pour éviter les troubles digestifs. Mais ça, c'est si on cherche des performances plutôt élevées et beaucoup d'apports en glucides. Et voilà, l'idée après, c'est de calculer toutes ces quantités de glucides. Donc, il faut plutôt regarder les glucides que les kilocalories, parce que c'est ça qui va nous importer. Et on fait la somme de tous ces apports en glucides. Donc, boisson d'effort, on est aux alentours de 38-40 grammes. On se dit qu'on boit un bidon de 500 ml par heure. OK. Du coup, je vais avoir 38 grammes. Plus je coupe ça avec un gel qui fait 21 grammes de glucides. Bon, bah, du coup, on va se rapprocher des 60 grammes par heure. Bon, bah, je suis déjà pas mal. Ouais. Et ça suffit, en fait, finalement, sur une heure. Une barre, pareil, on va être aux alentours des 20, 25 grammes, 30 grammes. Voilà, cherchez plutôt des glucides, pas trop de prot, pas trop de plein de choses à côté, pas trop de lipides, parce que vous n'en avez pas besoin à l'effort, vous avez vos réserves et elles seront difficiles à digérer. Donc voilà, plutôt une composition simple et la quantité de glucides. Ouais, donc on se rend compte qu'on a quand même défini cette notion de fringale. On est en train de voir un petit peu toutes les clés pour justement l'éviter. On va les traiter comment faire quand elle arrive, parce que personne n'est à l'abri malheureusement de cette fringale, même si les auditeurs là nous ont écoutés. J'en profite, si tu écoutes ce podcast directement dans les transports ou alors sur une session home trainer, il suffit de t'inscrire à la newsletter de Dans la tête d'un cycliste et tu recevras une petite fiche technique récap, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments tous les samedis matins directement dans ta boîte mail. Et désormais, on va essayer de voir avec Lauriane qu'est-ce que tu peux faire quand cette fringale, elle arrive, quand elle te tombe dessus. Et j'ai envie de te dire, Lauriane, pour commencer, même avec la meilleure préparation, personne n'est à l'abri d'une fringale. Est-ce qu'il y a des petits signaux qui vont arriver pour le sentir qu'une fringale est pas loin, quoi? Ouais, bah souvent on va ressentir un peu trouble de la concentration, un peu trou noir, des petites étoiles dans les yeux, des jambes en coton, on n'a plus de force. Bon bah là ça sent pas bon, c'est que on se dirige tout droit dessus. L'idée c'est de consommer du sucre. Donc avoir un carré de sucre, comme j'ai dit, ça suffit. Un gel, de reprendre de la boisson d'effort s'il nous en reste, mais juste qu'on a oublié parce qu'on discutait. Il faut, voilà, on va ralentir, peut-être même poser pied à terre, se calmer un peu, diminuer l'intensité et consommer du sucre. Donc voilà, comme je disais, ne jamais partir avec rien dans les poches et avoir ce sucre un petit peu de secours pour faire réélever la glycémie, parce que ces taux d'hypoglycémie, c'est pas des valeurs qui sont en dehors même de la pratique cycliste ou de la pratique sportive, qui sont normales. Hein. On a une glycémie qui est plutôt le matin aux alentours de 0,7, 0,8, mais jamais 0,5 grammes par litre. Donc, il faut la faire réélever pour que le cerveau puisse refonctionner correctement et après fournir en énergie. On parle beaucoup des muscles, mais tous les autres organes aussi ont besoin de fonctionner. Hein. Donc, eux aussi vont avoir une demande en sucre, en glucose. Donc, on recharge un petit peu, un peu comme les diabétiques qui peuvent faire des hypoglycémies et des comas. On a cette recharge en sucre, un jus de fruits, un carré de sucre, un gel, une boisson d'effort, un berlingot de lait concentré. On va chercher plutôt des aliments qu'on appelle un index glycémique rapide, c'est-à-dire qui vont faire vite élever la glycémie. Donc on va un peu oublier les fruits, là, qui sont du coup plutôt du fructose et qui vont avoir un effet sur la glycémie qui est un petit peu plus lent. Et des bonbons, si vous avez des bonbons, ça marche aussi très bien. Ouais. Et quand on arrive en haut d'une bosse, on prenait l'exemple tout à l'heure, on sent que cette fringale, elle est presque là, mais on se dit, bon, j'ai 35, 40 minutes de descente, je ne vais pas pédaler. Finalement, une question que je ne t'ai pas posée, c'est est-ce qu'il n'y a que l'effort, la puissance et la force qu'on vient de mettre sur notre pédale qui vient consommer justement sur cette partie glucidique, ou alors la concentration d'une descente assez technique, etc., va avoir une consommation quand même excessive et peut nous emmener à cette fameuse fringale?
Alors ça, effectivement, on aura moins de consommation pendant la descente parce que les muscles sont pas trop actifs à ce moment-là. On n'appuie pas trop sur les pédales, donc ils seront moins demandeurs. Mais du coup, en général, quand on a mesuré avec les cyclistes pro avec lesquels j'ai travaillé la glycémie pendant les sorties, les descentes, c'est des moments où la glycémie, elle chute, justement parce qu'on n'a plus ce besoin trop en glucides. Et donc, du coup, non, ce qui peut être bien, c'est que, donc, en général, voilà, on sent cette fringale de par la fatigue liée à l'intensité de la montée. Et du coup, avant de basculer, ça peut être bien de consommer un morceau de bar, un morceau de banane, un petit peu de compote, pour avoir un petit peu de sucre, justement, avant de basculer sur la descente. Éventuellement, reboire un petit peu aussi, si ça fait longtemps qu'on n'a pas bu, parce que c'est vrai qu'aussi, pendant les montées, on va moins souvent mettre la main à la poche. Mais non, là, juste au moment où ça va rebasculer, avant du coup qu'on puisse plus trop lâcher du coup le vélo, essayer de peut-être avoir quelque chose de solide qu'on garde un peu dans la bouche et qui va finalement petit à petit du coup être consommé au fur et à mesure de la descente. Ouais, ça peut être pas mal. Et on parle beaucoup de sucre, mais c'est vrai que je vais donner on va dire un autre exemple qui, je pense, est un petit peu contre-intuitif. C'est de se dire, voilà, je vais aller chercher cette concentration. On m'a souvent dit, allez, va consommer un gel, justement pour avoir ces glucides, mais avec de la caféine pour augmenter ta concentration. En fait, la caféine, est-ce qu'elle a un intérêt sur cette fringale ou c'est carrément un autre aspect qu'on vient chercher pour avoir toute cette sensibilité dans la descente? Ouais, non, c'est un autre aspect, c'est une autre molécule, c'est pas du glucose. Effectivement, ça va jouer sur la capacité de concentration, la vigilance, sur la perception de l'effort, mais ça va pas jouer sur la fringale parce que ça n'apporte pas d'énergie, la caféine. Donc non, ça joue sur d'autres choses, ouais. Et quand on sent arriver cette fringale, Lauriane, malheureusement, on sent elle est là, on vient de mettre en place tout ce que tu nous as dit, du sucre rapide. On doit compter combien de temps pour revenir à un état, j'ai envie de dire, normal? Tout dépend si on continue l'intensité ou si on s'arrête un peu, mais déjà au bout de 10-15 minutes, les sucres, si on a consommé du sucre rapide, tout est hyper perfusé, ça veut dire qu'on a beaucoup de la circulation sanguine, elle est un peu réorganisée pour aller fournir plutôt les muscles, aussi le cerveau. Donc du coup, ça va aller assez vite à ces organes-là. Mais je dirais, voilà, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si en plus on s'est un peu stoppé, pourquoi pas on s'est assis, si vraiment ça n'allait pas bien, déjà ça relancera. Après, sur une étape du Tour de France, on ne peut pas attendre 15-20 minutes. Le peloton, il est loin, quoi. Mais voilà, si on est... et donc, ça anéantit totalement les chances de victoire. Mais voilà, sur une sortie, effectivement, ça peut assez vite se corriger. Alors, on ne sera pas au top sur le reste de la sortie, ça c'est sûr, parce que, comme je dis, normalement, il aurait fallu fournir en énergie dès le début de la sortie, mais au moins, on ne va pas tomber de son vélo sur le reste de la sortie, on va pouvoir la terminer, mais ce ne sera peut-être pas la sortie plaisir, comme tu l'as dit, et que la majorité recherche. Et une fois de plus, il y a un petit peu on va dire un paradoxe sur cette partie vraiment nutrition, c'est de se dire comment finalement l'athlète arrive à trouver cette gestion globale tout au long de l'épreuve. Est-ce que finalement, il peut avoir une fringale au bout de 2 heures? Bon, on a compris que ce n'était pas normal, mais retrouver un rythme vraiment constant et gagner en performance sur la fin de l'épreuve. Est-ce que sur une épreuve de 6 heures, finalement, est-ce que les 2 dernières heures, il peut être dans un très bon état du coup? Ouais, s'il a été plus précis et tout après sur sa nutrition et qu'il a recommencé à manger correctement, oui, il peut retrouver un état qui est presque normal. Ouais, tout à fait, ouais. Là où c'est dur, c'est l'aspect mental. Lauriane, je trouve que se battre contre une fringale, c'est pas simple. Non. Et tu nous le disais tout à l'heure, le cerveau consomme du sucre. Donc tu nous dis que la consommation de sucre du cerveau est quand même conséquente. On arrive dans cette partie fringale. Est-ce que quel est ton retour sur cet aspect-là, sur l'aspect mental, sur la consommation de glycogène du cerveau? Ouais, du coup, en plus, le cerveau, il va moins bien fonctionner, il va être au ralenti, donc ça va être encore plus dur d'aller mobiliser toutes ses habiletés mentales et tout. Il faut se dire que ça va passer, que si on a ce qu'il faut. Ouais. Sinon, il faut se dire qu'on va prendre notre mal en patience, on va descendre du vélo, on va marcher, on va peut-être s'arrêter un petit peu. Éventuellement, si on est proche du malaise, s'allonger les jambes en l'air et refaire circuler un peu le sang vers le cerveau. On va diminuer un peu l'intensité et puis on va essayer de trouver le magasin, le café le plus proche. Mais voilà, ça peut passer effectivement, comme ta question précédente, c'est pas parce qu'on a une fringale à un moment que c'est définitif pour toutes les heures qui suivent. Après, oui, la récupération, le reste de la journée, on sera peut-être pas au maximum d'énergie, mais voilà, il faut
plutôt essayer de pas jouer peut-être en se disant non mais je vais tenir, ça va aller. Non, faut plutôt pas trop jouer au caïd, se dire bon bah je mange un truc tout de suite et puis par contre je reprends à manger régulièrement et peut-être que du coup là la fringale elle n'arrive pas et du coup après ça peut passer quoi. Bon, en tout cas, Lauriane, on a défini ce que c'était la fringale, quand est-ce qu'elle arrivait, comment essayer de faire face à ça, et puis malheureusement, quand elle arrive, quels sont les biais un petit peu. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à notre rubrique vrai du faux. Est-ce que c'est OK pour toi ? Ouais, allez, allons-y. Et c'est parti pour notre fameuse rubrique vrai du faux, pour balayer toutes les idées reçues sur la fringale. Lauriane, je vais commencer par un vrai faux. Une fringale est uniquement due à un manque de nourriture. Oui et non, j'ai le droit de répondre ça. Oui, mais il me faut une justification. Bah, oui. Non, je vais pas m'arrêter là. Bon, globalement vrai quand même. Effectivement, c'est un manque d'apport en sucre au cerveau et aux muscles, mais ça peut être lié aussi à une intensité mal adaptée du coup par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais plutôt vrai, ouais. Ok, bon, pour ceux qui découvrent, justement, on a répondu un petit peu à tous ces enjeux auparavant sur le podcast. Vrai ou faux, on peut facilement compenser une fringale avec un gel énergétique. Vrai ? Ouais, c'est un apport de sucre qui est rapide. Donc, quand on commence à ressentir, sans arriver complètement à la fringale, les symptômes qu'on a décrits, trou noir, bon, peut-être pas jusque-là trou noir, mais un peu manque de lucidité, perte de concentration, jambes au coton, hop, on reprend un gel et puis ça peut repartir, ouais. Ok, on a beaucoup parlé de nutrition. Le troisième, vrai ou faux, on va voir qu'il traite d'un autre sujet. Vrai ou faux, dans la prévention de la fringale, l'hydratation est secondaire par rapport à un apport glucidique. Oui, plutôt. Je dirais quand même oui, même si l'hydratation va être importante pour éviter la déshydratation, l'épaississement du volume plasmatique, donc qui est du sang, plus on a un sang qui circule bien, plus du coup il va apporter justement ces fameux sucres et oxygène aux organes concernés, donc cerveau et muscles notamment à l'effort. Donc l'hydratation, elle va jouer. Si on est déshydraté, ça va pas forcément faire du bien. Après, je pense que juste une déshydratation mais un bon apport en glucides va pas conduire à une fringale. Après, si on peut avoir les deux grâce aux boissons d'effort notamment, là on est au top, ouais. Et justement, ces boissons d'effort, quand on boit et finalement on mange en même temps, est-ce qu'on a vraiment, cet aspect hydratation, nutrition en même temps ? Ah oui, la boisson d'effort est une boisson qui est beaucoup plus hydratante que de l'eau plate, complètement, parce qu'on a ce qu'on parle des solutés actifs dedans, des glucides, des sels minéraux ou électrolytes qui vont du coup passer à l'intérieur des cellules et qui va faire qu'on va s'hydrater mieux que de l'eau plate du robinet qui ne contient pas grand-chose. Donc ouais, c'est 2 en 1, c'est la boisson d'effort. C'est un peu pour moi le must-have en cyclisme, quoi. Bon, ça sera l'occasion. On en a déjà discuté, on va en discuter dans d'autres épisodes. Et je vais finir sur une problématique que je te disais, quand je veux consommer de la nutrition, le marché, il est énorme. Vrai ou faux, les produits énergétiques industriels sont supérieurs aux solutions dites maison. Entre les deux. Non, tout va dépendre le niveau effectivement de la personne et des besoins qu'on va avoir en glucides. Si on n'est pas sur des sorties très longues, répétées et intenses, le fait maison est très bien. Comme on l'a dit, faire une boisson maison avec du jus de raisin, du jus de pomme, faire ses gâteaux, de réutiliser des compotes à boire, de la banane, des pâtes de fruits qui sont quand même un peu moins transformées. Par contre, effectivement, quand on va être sur de la très haute performance avec des apports vraiment précis en glucides, avec un ratio glucose-fructose. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché de la nutrition du sport, il est très précis et ce sont des aliments qui permettent du coup d'optimiser la nutrition sur la course. Et effectivement, un cycliste pro, non, il ne peut pas faire avec du fait maison. Et en fait, ces aliments-là qui ont le bon ratio, les bonnes quantités les bons ratios de différents types de sucre, les bonnes quantités d'électrolytes, vont permettre d'aller mettre un peu moins la poche, vont limiter les troubles digestifs. Donc en fait, je dirais, si on est sur la très haute performance, non, le fait maison ne peut pas remplacer. Par contre, quand on fait une petite sortie comme ça de temps en temps, oui, bien sûr, et je les conseille plus le fait maison, car on a des aliments un peu moins transformés, donc meilleurs pour la santé. Ouais, c'est vrai, comme tu disais, c'est un petit peu tout le paradoxe aussi de cet épisode sur la nutrition, le sport santé qui au final des fois, on va dire pratiqué à haute performance n'est presque plus du sport santé. Merci à toi de t'être prêté justement à ce jeu de la rubrique Vrai du Faux. Merci pour tout le partage dans cet épisode. Un grand merci aux équipes de Sunday Night Productions qui nous permettent de faire ce podcast de qualité. Et surtout, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un cycliste. Ciao, ciao.